Eric Betty. Donc, je suis un ancien spécialiste économique et commercial du Consulat des États-Unis pour le Grand Ouest. J'ai pris ma retraite il y a un an. Ancien directeur de l'Institut franco-américain de Rennes, où je vais animer d'ailleurs le 6 novembre, donc un petit déjeuner électoral suite aux résultats des élections américaines aux États-Unis, enfin présidentielles aux États-Unis et puis des autres élections. Et puis président du comité de jumelage Rennes-Rochester. Et c'est à ce titre que je suis là ce soir, comme président du comité de jumelage Rochester, une ville située dans l'État de New York. Qui rassemble, je dirais. Donc, elle a lancé d'habitude une élection présidentielle et la course à la présidence, si on veut, s'étend sur 2 années. Mais ce qui est extraordinaire dans son cas, c'est qu'elle a su, en moins de 3 mois, rassembler donc les différents soutiens du Parti démocrate. Et oui, c'est une fédératrice, elle est fédératrice, ouais. Les réseaux sociaux vont y contribuer, certainement, mais au fond, les réseaux sociaux ne reflètent que la personne. Hein. Et puis la personne de Kamala Harris, c'est quelqu'un qui est extrêmement avenante, c'est vrai, le rire facile. C'est une personne qui visiblement qui aime les gens, qui aime bien les autres, qui va vers les autres. Alors, je ne sais pas si les réseaux sociaux en eux-mêmes pourront étayer sa présidence, sa candidature. D'un autre côté, Donald Trump, il sait très bien aussi utiliser les réseaux sociaux. Oui. Oui, elle a déjà commencé je pense, à attirer les jeunes vers elle, mais d'autres groupes aussi qui étaient un peu inattendus, des républicains qui ne veulent pas voter pour Donald Trump, ils sont environ 9-10%, donc c'est considérable. Elle a, dès l'annonce de sa candidature, quand le président Biden l'a désigné comme candidate démocrate, il y a eu des centaines de milliers de nouveaux inscrits, de nouvelles inscrites, parce que beaucoup de latinas, énormément de jeunes femmes. Alors, les jeunes ont vraiment porté sa candidature, mais pas seulement. Également, les moins jeunes également on voit en Floride, par exemple, un État où il y a beaucoup de personnes seniors, comme on dit. Il y a des soutiens, il y a des rassemblements, des meetings pour Kamala Harris. Eh bien, l'ancien président Donald Trump est considéré comme quelqu'un qui avait une économie forte lors de sa présidence, et je dirais que l'économie y est énormément. Et puis, il donne une image d'un homme fort, et ça convainc plus d'un. Hein. Donc, je pense qui passent outre ce que vous venez de mentionner tout à l'heure. Oui, surtout dans les États situés le long de la frontière, l'Arizona, le Texas. L'Arizona est ce qu'on appelle un État clé, un swing state, un État pivot. Et oui, c'est certain que ça joue un rôle. Au Texas, il y a un écart qui est moins important que prévu entre Donald Trump et Kamala Harris. Oui, ça peut jouer un rôle aussi. Alors, ce qu'il y a au Texas, c'est que les grandes villes comme Austin, Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth sont de plus en plus progressistes et portent donc, il y a plus de démocrates, de plus en plus de démocrates au Texas. Mais l'immigration est certainement un point fort. Mais Kamala Harris, elle en parle déjà, elle a déjà formulé des plans, elle adhère avec
à la politique de Joe Biden. Chose étonnante, ce n'est pas cette année qu'on voit une brutalisation de la politique. Ça a déjà commencé du temps de Thomas Jefferson et John Adams, quand John Adams et les supporters de John Adams accusaient Thomas Jefferson d'être agnostique, athée, et qu'il allait confisquer toutes les Bibles de l'Amérique. Et puis d'un autre côté, les supporters de Jefferson disaient que Adams, c'est quelqu'un qui était l'élite, faisait partie de l'élite et n'était pas du tout au contact avec les agriculteurs, sachant que les États-Unis étaient fondamentalement un État agricole. Donc ce n'est pas étonnant de la part de l'ancien président Donald Trump d'attaquer. Il y a eu de nombreux exemples aussi en 2016. Ces attaques étaient également très incisives. Ce n'est pas. Il est certain que ce n'est pas quelque chose que les démocrates font spontanément. Ce n'est pas ces attaques ad hominem, comme on dit. C'est pas tout à fait dans le discours de Kamala Harris, mais qui sait répondre quand même, qui, par exemple, par rapport à son refus de participer à un deuxième débat, il y a beaucoup de moqueries, ça fait l'objet d'énormément de pubs, et ce qui rend Donald Trump absolument furieux. Bon, que dire, c'est la politique. Il faut avoir une sacrée carapace pour faire de la politique. J'ai beaucoup d'amis qui font de la politique à tous les niveaux en France et même aux États-Unis, et ils me disent tous qu'il faut avoir une peau de rhinocéros. Oh, il n'y aura pas de guerre civile. C'est hollywoodien. Il y a eu d'ailleurs un film, apparemment c'était un président qui est élu, qui ressemblerait à Donald Trump, mais c'est Hollywood. Je ne pense pas, non. Je pense que la démocratie sera respectée, et je pense que les résultats aussi seront respectés. On se souvient tous du 6 janvier 2021, quand il y a eu beaucoup de militants pro-Trump qui ont envahi le Capitole. Est-ce que ça va se renouveler? Je ne pense pas, très honnêtement. Et bon. Ça fait partie aussi, il y a beaucoup de républicains qui croient que Donald Trump n'a pas perdu cette élection. C'est plus de la moitié des républicains qui croient cela. Donc c'est une façon de viser la base, je pense, en faisant de telles déclarations. Auprès des jeunes électorats, oui, dans les campus, dans les universités, c'est évident. Et puis il y a aussi des Américains qui sont du Moyen-Orient, ce sont des citoyens américains, mais leurs origines remontent au Moyen-Orient. Oui, ça peut jouer un peu, surtout dans le Michigan. Mais la guerre, enfin, et Kamala Harris et Donald Trump soutiennent l'Israël dans le propos. Ils disent que l'État d'Israël a le droit de se défendre. Il a reçu le président Zelensky récemment, comme le président Biden avait fait. Il dit que s'il est élu, il mettrait fin à cette guerre en moins de 24 heures. C'est à voir, ça me semble très difficile, surtout connaissant la manière dont la diplomatie se passe. Dans ces cas-là, c'est très long. Mettre fin à la guerre, enfin demander, ou au moins peut-être qu'il parle d'un cessez-le-feu, je ne sais pas. En tout cas, il y a des Américains d'origine ukrainienne regardent de près ce genre de choses, tout comme les Américains d'origine polonaise. Difficile à dire, parce que quelquefois l'ancien président Donald Trump est très imprévisible. Là, il parle d'augmenter des droits de douane.
on ne sait pas. La présidence du président Biden a vu suspendre les tarifs sur l'aluminium et l'acier. Est-ce que, en revenant si jamais il est élu, Donald Trump, est-ce qu'il va les réinstaurer, les augmentant de 25%? Difficile à dire. Il est plutôt imprévisible. Il a dit des choses également très ferme vis-à-vis de la Chine, et maintenant TikTok, il a dit que TikTok finalement pouvait donc rester aux États-Unis. Selon lui, TikTok était une bonne plateforme. Donc je crois que c'était en 2020, la Chine s'est engagée à augmenter ses achats aux États-Unis de 200 milliards. Je ne sais pas comment il sera vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe. Je sais qu'il n'aime pas les déficits dans les échanges. Ça, c'est sûr. Donc, la France est plutôt bénéficie des échanges avec les États-Unis et donc tout à fait en position favorable. Alors, que va faire Donald Trump avec vis-à-vis des pays avec lesquels les États-Unis ont un déficit dans les échanges? Est-ce qu'il va imposer des droits de douane? Il dit ça dans ses campagnes, mais est-ce que ça va vraiment se faire? En tout cas, ça ne se fera pas immédiatement. Parce qu'il a une fois qu'on est élu président, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Donc, concernant l'OTAN, il a dit ce qu'il veut, c'est que tous les pays membres paient 2%, consacrent 2% de leur budget gouvernemental à leurs dépenses militaires. Donc il y a des nations en Europe qui n'arrivent pas à ce 2%. Quant à savoir s'il va riposter ou s'il va imposer des conditions pour que les États-Unis continuent à financer l'OTAN, je pense qu'il restera dans l'OTAN. De toute façon, les États-Unis resteront dans l'OTAN. En 2023, il y a eu un accord bipartite entre Tim Kaine et Marco Rubio pour faire en sorte que un président ne peut pas retirer les États-Unis de l'OTAN. Eh bien, on a vu en 2016 que le monde a tenu bon. Je crois qu'il y a eu, en 2017, après son inauguration. Donc, je crois que le monde tiendra. C'est en cas de victoire de Donald Trump. C'est sûr qu'il a cette attitude America First. Mais ça, c'est presque tous les hommes et les femmes politiques aux États-Unis ont également cette attitude America First. On a bien vu ça dans l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Mais cela dit, l'IRA aussi, les sociétés européennes peuvent bénéficier de l'IRA. Néanmoins, s'ils sont déjà présents aux États-Unis. Par ailleurs, en ce qui concerne la Chine, ce qui va arriver, c'est si les États-Unis mettent, de plus en plus, vont de moins en moins commercer avec la Chine, si jamais cela arrive, cela pourrait bénéficier plus à l'Europe, parce qu'ils vont venir faire les achats en Europe. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, les choses se passent rarement comme prévu. Comme vous le savez, vous êtes étudiant à Sciences Po, vous savez bien comment ça se passe. Vous avez tous fait des cas de figure, étudié des études de cas. Et même les projets les mieux formulés ne se passent pas comme prévu. Donc, pour vos carrières, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est il faut se dire toujours une chose. Les choses ne sont jamais aussi sombres qu'elles en ont l'air. C'est ce que je disais toujours à mes enfants qui sont là ce soir. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel, toujours, deuxièmement.
Et troisièmement, on est capable de beaucoup plus qu'on croit. De beaucoup plus. J'ai participé à je ne sais combien d'organisations, de je ne sais combien de visites présidentielles, parlementaires et autres. On se dit, oh là là, je ne vais jamais y arriver, mais on y arrive toujours avec, avec beaucoup de volonté. Donc, il faut se focaliser. On dit en anglais, eyes on the prize. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est se focaliser. Je savais qu'un jour, quand j'avais votre âge, qu'un jour j'aurais une carrière internationale. Je ne savais pas exactement comment ça allait, comment ça pourrait prendre tournure, mais tout de même, j'ai beaucoup travaillé pour ça.